Abby Stepach, surnommée Abby Jane par ses camarades de classe et sa famille, était une amie indépendante, travailleuse et protectrice. Sa dévotion dans les relations proches et son désir de se reconstruire une vie prospère ont été interrompus par un meurtre inexpliqué et non résolu en octobre 2005, laissant tous ceux qui la connaissaient dans sa ville natale de Little Rock, Arkansas, chercher des réponses dans un océan de preuves qui nous a tous noyés dans le doute. Dans l'espoir de fournir un raisonnement plus substantiel basé sur des preuves observables et une analyse situationnelle, ceci est un examen de la mort d'Abby Stepach et du mystère effrayant du parc Charlemont. Ceci est ses détectives à faire classer. Abby est née le 31 mars 1997 de parents Laurie Jernigan et Peter Stepach dans la banlieue de Little Rock, Arkansas. Grandissant dans une communauté soudée, Abby a été élevée avec des liens forts avec sa famille, surtout sa mère, qui a dit un jour « Je savais quand elle a appris sa première respiration que nous serions proches et qu'elle serait une jeune femme très spéciale ». Au fur et à mesure que Abby Stepach grandissait, sa famille s'agrandissait également. Et des années plus tard, Abby Stepach et son frère aîné, Trevor, ont été rejoints par leur plus jeune sœur, Harris. Les enfants étaient aux proches, passant beaucoup de leur temps avec leurs charmants grands-parents ou à l'église. Leur famille, tant immédiate qu'éloignée, était incroyablement artistique. Les frères et sœurs Stepach ont grandi dans des milieux créatifs. Abby adorait surtout la photographie et en vieillissant, elle a développé un goût particulier pour la mode tendance. Elle a rapidement développé une passion pour la cosmétologie, apprenant les bases de la coiffure et du maquillage. Au moment où elle était au lycée, Abby a commencé à envisager son avenir et a décidé de devenir à la fois cosmétologue et agent immobilier. En plus de ses ambitions professionnelles, Abby a développé une attitude bienveillante envers ses pairs. Elle a pris sur elle de veiller à la sécurité de sa famille et de ses amis, allant jusqu'à protéger ses proches d'eux-mêmes et des forces extérieures. Elle a aidé ceux qui étaient coincés dans une ornière, inspirant une grande positivité dans la communauté. En plus de sa gentillesse et de son empathie profondément enracinée, Abby était également extrêmement indépendante, forgeant son propre chemin à l'approche de l'âge adulte et prenant des décisions basées sur sa propre sagesse et compréhension, ne laissant pas les recommandations des autres influencer son opinion. Son individualisme féroce a commencé à peser sur Abby l'été avant sa dernière année de lycée. Voulant se libérer des contraintes de l'école privée, elle a quitté et s'est inscrite à Little Rock Central. L'été avant de débuter l'école publique, Abby a trouvé un emploi chez Foot Locker au centre commercial McCain. Vers cette période, sa mère, divorcée et remariée, a noté un changement dans le comportement d'Abby. Elle affirmait qu'Abby était beaucoup plus argumentative, restant dehors après le couvre-feu pour assister à des fêtes locales et allant à l'encontre de ce qui avait été un ensemble de règles de base dans le foyer des Stepach. Les parents d'Abby se demandèrent également si les changements de personnalité de leur fille étaient liés à une relation récente qu'Abby avait entamée avec un nouveau petit ami, un garçon que Laurie n'approuvait pas et qu'elle pensait changer sa fille pour le pire. Finalement, ces nouveaux conflits familiaux, combinés à un esprit indépendant, ont poussé Abby à quitter la maison de ses parents et à partager son temps entre la maison de ses grands-parents, celle de son frère aîné Trevor et celle de ses amis de l'école. L'une de ses amies, Danielle, a mentionné qu'Abby avait du mal avec quelque chose d'inconnu, voulant souvent se vider l'esprit en faisant de longs trajets sur l'autoroute avec la musique à fond. Danielle a affirmé que ses évasions de minuit aidèrent généralement, mais elle n'a jamais vraiment compris la principale raison de tout cela. Lorsque l'année de terminale a commencé et que le mois d'octobre est arrivé, Abby a commencé à sécher l'école, ne se présentant pas en classe à plusieurs reprises. Tous ces comportements étranges ont atteint leur apogée le 24 octobre 2015 lorsque Abby est rentrée chez sa mère et son beau-père pour leur annoncer qu'elle avait été violée en groupe par 4 personnes lors d'une fête la veille. Persuadée que l'incident avait été filmé par un téléphone portable, elle réclamait justice. Abby est partie de la maison peu après, probablement pour se venger elle-même des 4 suspects. Sa communication est devenue sporadique et troublante, n'ayant plus beaucoup de sens pour son entourage.
Puis, l'après-midi du 25 octobre, Abby a passé un dernier coup de téléphone à son frère, déclarant qu'elle avait fait une erreur avant que la conversation ne soit coupée et qu'elle ne soit plus jamais revue. Sa disparition a perturbé Little Rock pendant 2 ans et demi jusqu'en mai 2018, lorsque les restes d'Abby Stepash ont été découverts dans le parc Charlemont et que son profil de personne disparue non résolue s'est transformé en une affaire d'homicide non résolue. À l'été 2015, la vie d'Abby prend une transformation à 180 degrés. Elle trouve un emploi dans un footlocker proche, débute une relation désapprouvée par sa mère et son beau-père, déménage de chez eux, s'inscrit dans une école publique pour sa dernière année de lycée et montre une agitation croissante à la fois dans sa vie personnelle et sociale. Alors que les feuilles changent de couleur et que la chaleur de l'été se transforme en fraîcheur de l'automne, Abby continue d'inquiéter ses amis et sa famille en manquant plus d'école qu'elle ne l'a jamais fait par le passé, en séchant les cours pour des raisons inconnues. Le pic de l'absentéisme se produit le mercredi 21 octobre. Daniel, l'ami d'Abby chez qui elle loge, lui envoie un service de messagerie court disant qu'elle sera en retard à son rendez-vous médical. Elle précise qu'Abby peut partir seule à l'école si besoin. Abby était censée conduire Daniel à son école privée appelée l'Académie Lisa, mais Abby a répondu par un service de messagerie court disant « Non, ce n'est pas grave du tout, je te jure. Je ne voulais vraiment pas y aller aujourd'hui de toute façon à cause de tout ce drame. » Daniel admettra plus tard qu'elle ignorait totalement le drame auquel Abby faisait allusion. Malgré cela, les amis se sont réunis plus tard dans la soirée, de bonne humeur comme d'habitude. 2 jours plus tard, dans la nuit du 23 octobre, Abby assiste seule à une fête. Daniel a dit plus tard qu'elle n'y est pas allée car elle ne connaissait personne d'autre, suggérant qu'Abby était le seul à connaître les participants. Pendant les festivités, Abby est victime d'un viol collectif par 4 hommes, supposément filmés par l'un de leurs téléphones portables. Le lendemain matin, le samedi 24 octobre, Abby rentre chez sa mère, où elle informe à la fois Laurie et son beau-père Michael de l'agression sexuelle. Abby exige d'aller au commissariat pour signaler le crime et demande aux adultes de l'accompagner. Laurie et Michael acceptent de la retrouver plus tard au commissariat. Le matin passe à l'après-midi et Abby dit à Daniel qu'elle devait rester chez son frère aîné, Trevor, pour le rassurer, car il s'inquiétait de son absence prolongée. Avant de partir pour la maison de Trevor, cependant, Abby rend visite à ses grands-parents et regarde la télévision tout en restant au lit. Un peu plus tard, ils dînent ensemble avant de sortir pour du yaourt glacé. Vers 8 heures du soir, Abby dit au revoir à ses grands-parents, leur disant qu'elle doit retrouver son beau-père, Michael, et prévoit de revenir pour passer la nuit. Cela contraste avec ce que Abby a dit à Daniel plus tôt dans la journée, mais ses grands-parents gardent leur porte ouverte malgré tout. La nuit tombe et Laurie et Michael n'ont toujours pas de nouvelles de leur fille. Ils tentent de le joindre sur son portable, mais en vain. Michael pense qu'Abby est partie chercher seule la supposée vidéo sur son portable. Les relevés téléphoniques montrent qu'à ce moment-là, Abby a envoyé plusieurs services de messagerie court aux 4 hommes qu'elle accuse de l'avoir violée lors de la fête de vendredi. Aucun contact n'est établi avec ou par Abby jusqu'à l'après-midi suivant à 2 heures de l'après-midi le dimanche 25 octobre. Abby appelle son frère Trevor au téléphone et semble désorientée, selon lui. Au début, Abby dit qu'elle est devant la maison de Trevor, mais quand il sort, il ne voit aucune trace de sa sœur. La connexion est perdue, et quand il rappelle Abby et exige de savoir où elle est, elle dit qu'elle était dans sa voiture, mais n'était pas sûre de l'endroit exact où elle s'était garée et ne voulait pas divulguer avec qui elle était. Abby dit alors « J'ai merdé » et le téléphone se coupe. Ce fut le dernier contact connu de quiconque avec Abby. Au moment où le soleil se couche et que la nuit de dimanche arrive, Abby est signalée disparue par ses parents. Cependant, la police attend 12 heures après son dernier point de contact avant de lancer une enquête officielle conformément aux procédures du département. Pendant ce temps, Daniel, par peur, conduit à travers la ville en cherchant tous les endroits où elle et Abby avaient l'habitude de traîner dans l'espoir de trouver un indice. 3 jours après ce dernier appel téléphonique à Trevor, le 28 octobre, un agent de sécurité patrouillant sur le parking près d'une zone boisée d'un terrain de loisirs du quartier de Little Rock, appelé Charlemont Park, découvre la Passat Volkswagen 2003 d'Abby. 2 jours plus tard, la Volkswagen n'ayant pas bougé, les forces de l'ordre fouillant la voiture le 30 octobre
Ils confirment qu'Ebi est le propriétaire et trouvent le réservoir vide, la batterie morte, la clé sur le contact et son téléphone, portefeuille et lentilles posés sur les sièges avant. L'enquête continue. Quelques jours passent et la bonne amie d'Ebi, Kaylee, et sa mère, Margie Foley, perçoivent une odeur putride de décomposition émanant d'un égout près du parc Charlemont lors de leur propre recherche d'indices. Après plusieurs appels au département de police de Little Rock, les détectives assignés à l'affaire reviennent finalement sur les lieux, mais ignorent les affirmations des Foley, déclarant qu'ils ont déjà effectué une recherche intense de la zone et que leur chien cadavre aurait détecté toute décomposition humaine. Ils supposent que l'odeur est celle d'un animal et les Foley sont écartés. En novembre de la même année, la famille d'Ebi exhorte le public à aider à sa recherche et offre une récompense de 3 000 $ pour toute piste applicable. Le travail bénévole s'intensifie et en avril 2016, les efforts de recherche et de sauvetage ratisantent les bois près de la rue Markham et de la route Bowman. Rien de notable n'est trouvé. 5 mois plus tard, en novembre 2016, la police fouille à nouveau le parc Charlemont pendant 3 jours consécutifs, mais ne trouve toujours rien. En mai 2017, les autorités théorisent que l'affaire est très probablement un homicide. Et un mois plus tard, la famille Lostepache augmente la récompense pour information à 50 000 $. En octobre de la même année, la famille Astepak embauche un autre détective privé, Tedeji Ward, qui a travaillé sur l'affaire très médiatisée de Natalie Holloway à Aruba. Ils acquièrent une notoriété internationale lorsque le docteur Phil interviewe Laurie et Trevor quelques semaines plus tard en décembre de 2017. En mai de 2018, les enquêteurs font une avancée majeure lorsqu'une autre fouille dans un parc de Charlemont fait remonter des restes squelettiques d'un tuyau de drainage. La police envoie immédiatement les os pour des tests et révèle bientôt qu'il s'agit bien des restes confirmés d'Ebi Stepak. En octobre de 2018, 3 ans jour pour jour après la disparition d'Ebi, les forces de l'ordre annoncent que le médecin légiste a découvert la cause préliminaire de la mort d'Ebi, mais ne divulguera aucun autre détail, ni le résultat de la cause du décès en raison de l'enquête sur l'homicide qui est toujours en cours. À ce jour, il n'y a eu aucune autre mise à jour. La police demande aux personnes ayant des informations de se manifester. Lorsqu'on examine le grand schéma de l'affaire Ebi Stepache, il était difficile de mettre le doigt sur des indices massifs ou des pistes lourdes. Mais sous un microscope, il y a un coin de la banque de preuves qui pourrait contenir les clés pour déverrouiller à la fois avec qui Ebi était en contact avant sa disparition et comment l'enquête initiale a été entachée d'incohérences. Les réponses pourraient se cacher dans les relevés de téléphone portable. La première indication majeure que quelque chose n'allait pas juste avant la disparition d'Ebi était une série de messages textes qu'elle a envoyés de son téléphone portable personnel au téléphone appartenant à quelques-uns des hommes impliqués dans son agression sexuelle lors de la fête du vendredi 23 octobre. Ces textes ont été obtenus par le premier détective privé engagé par la famille Stepak, Monty Vickers. Vickers a déclaré qu'Ebi était direct dans ses messages, menaçant d'appeler la police. On ne sait pas si elle menaçait les hommes de simplement supprimer la prétendue vidéo ou de les effrayer pour qu'ils coopèrent, mais ces textes pourraient en laisser entendre un sens beaucoup plus large. Ils pourraient donc coïncider avec le dernier appel d'Ebi à son frère le dimanche 25. Si Ebi avait envoyé le texte aux 4 hommes et qu'ils avaient répondu par des méthodes intimidantes, elle aurait facilement pu avoir peur de leurs représailles, ou pire, c'est pourquoi elle mentionne qu'elle a fait une erreur juste avant que le téléphone ne se coupe. Malheureusement, la police n'a jamais examiné ni les textos ni le dernier appel téléphonique pour vérifier les tours où ces communications ont été émises. Donc, les emplacements approximatifs des interactions ne peuvent pas être certains. Les données émises par Ebi et son téléphone portable, si collectées et analysées, pourraient apporter un éclairage précieux. L'autre anomalie déroutante et suspecte des documents du téléphone portable est la mystérieuse paire d'appels téléphoniques passés depuis le téléphone d'Ebi au département de police de Little Rock dans la nuit du samedi 24 octobre. Chaque appel a été enregistré dans les registres comme une connexion sortante vers le LRPD, chacun durant environ 1 minute. La famille Stepak pense que les appels étaient les premières et deuxièmes tentatives d'Ebi pour alerter les autorités à propos du viol de la nuit précédente. Mais le plus déroutant, c'est que ces 2 appels ne sont enregistrés nulle part par la police de Little Rock. Selon la journaliste Ginny Mung,
les officiers ont informé la mère qu'ils n'avaient aucune trace des appels, aucune note sur le viol d'une jeune femme, ni journal retraçant les appels passés. Non seulement c'est un manque de documentation malheureux, mais cela donne également au LRPD un cadre suspect. Comment est-il possible d'ignorer complètement des appels répétés d'une personne affirmant avoir été agressée sexuellement ? Et si les appels ne signalèrent pas un viol, mais plutôt Abby, qui appelait pour exprimer son inquiétude concernant sa situation actuelle et inconnue, pourquoi le répartiteur a-t-il échoué à alerter les autorités ? Ou pire, la police aurait pu croire que le garçon criait au loup, sans raison valable. Quoi qu'il en soit, sans preuve que les appels étaient légitimes de la part du LRPD, les relevés de téléphone portable d'Abby restent en grande partie un mystère. On ne peut pas savoir pourquoi elle a appelé et ce qu'elle a dit, mais au minimum, cela suscite de sérieuses inquiétudes concernant l'enquête dans son ensemble et la confiance vacillante que le public a dans les premiers officiers qui ont géré le cas mal orienté d'Abby. Au début de l'enquête, lorsque Debbie était une personne disparue plutôt qu'une victime d'homicide, il y avait une multitude de théories concernant l'endroit où elle aurait pu aller et si elle laissait partie de son propre chef. Sachant les petites informations que nous avons maintenant concernant sa mort et probablement son meurtre, ces théories ne sont plus valables. Pourtant, certains coins d'Internet se demandent si le sort d'Abby pourrait être le résultat d'un suicide. Ces théories suggèrent qu'Abby a eu une crise mentale le jour de sa disparition, expliquant son comportement désorienté lorsqu'elle était au téléphone avec son frère Trevor. En détresse et fatiguée, elle s'est garée au parc Charlemagne et s'est glissée dans le tuyau d'évacuation des eaux usées, soit pour décompresser, soit pour se cacher de ses poursuivants. Elle aurait alors péri à cause de son environnement. Ces théories sont cependant totalement invraisemblables compte tenu du fait qu'il n'y aurait eu aucun moyen de se suicider dans cet espace clos. Il ne faisait pas assez froid pour des conditions liées à l'hypothermie, et les recherches dans la zone n'ont révélé aucune arme ou trace de sang. Il est également peu plausible de croire que la déshydratation ou la famine ait joué un rôle, car Abby n'aurait pas volontairement séjourné assez longtemps là-bas pour mourir de ses effets, et si elle s'était coincée d'une manière ou d'une autre, des cris ou des appels à l'aide auraient alerté quelqu'un dans le parc suburbain fréquenté, comme le gardien de sécurité ou les équipes de recherche et de sauvetage. Avec zéro preuve ou circonstance sensée, le suicide peut être écarté en ce qui concerne la mort d'Abby. La police considérant la mort comme un homicide, la question n'est plus de savoir si Abby a été assassinée, mais par qui. Une hypothèse prédominante des suiveurs de l'affaire souligne l'idée qu'un tueur en série pourrait être impliqué. Après une inspection minutieuse de l'histoire criminelle récente de l'Arkansas et des données sur les meurtres, aucun schéma sérialisé potentiel n'a conduit à une explication concernant la mort d'Abby. Cependant, en raison du manque de suspects et de la nature volatile de la découverte de tueurs en série, cela ne peut pas être totalement exclu en tenant compte des percées ou des découvertes futures. De même, de nombreux habitants de la région s'interrogent sur l'implication potentielle des gangs dans cette affaire. Little Rock est malheureusement tristement célèbre pour les actions illicites des gangs et de leurs membres, surtout au cours des 30 dernières années. Les crimes des gangs de Little Rock incluent les agressions, meurtres, trafic de drogue et d'êtres humains. Si Abby s'était mêlée aux mauvaises personnes, soit le jour où elle a disparu, soit dans les mois précédant le 25 octobre, lorsqu'elle montrait de grands changements de personnalité et d'attitude, cela aurait pu conduire à ce qu'un gang de Little Rock prenne le contrôle, quelque chose avec lequel Abby aurait pu expérimenter des drogues ou de l'alcool et avait accidentellement erré trop loin dans cette sphère de la ville. Cela pourrait aussi expliquer son dernier commentaire à Trevor au téléphone « J'ai fait une erreur ». Peut-être qu'elle ne faisait pas seulement référence à l'instant, mais plutôt à une série d'instants qui ont conduit Abby à s'enfoncer dans une situation brisée sans solution. La théorie la plus marquante et réaliste, cependant, esquisse un possible complot de meurtre par l'un, quelques-uns ou tous les 4 hommes accusés de l'avoir agressée sexuellement la nuit du 23 octobre. Qu'ils aient été ou non membres d'un gang ou d'un parti affilié, ces 4 hommes étaient les dernières personnes qu'Abby a contactées en dehors de sa famille. Et ont un motif explicite d'homicide involontaire. Si ces hommes étaient coupables de viol et qu'Abby savait qu'il existait des preuves vidéo, ils auraient voulu la faire taire à ce sujet. En juguant par les histoires de la famille sur la persévérance d'Abby sur son propre fil Twitter de 2013, Abby n'avait pas peur d'exprimer son opinion et de faire connaître ses mécontentements. Donc, après qu'elle a envoyé plusieurs textos aux hommes expliquant sa connaissance du crime et son intention de le signaler aux autorités,
Ils auraient pu réagir à l'idée de poursuites judiciaires et prendre en main le fait de la faire taire. Il convient de préciser qu'en 2017, avant que les restes d'Ebi ne soient trouvés, les détectives principaux du LRPD ont écarté les 4 hommes comme suspects et ont refusé de révéler leurs identités. Les 4 hommes resteraient libres jusqu'à 1 an plus tard, lorsque les os ont été trouvés dans le parc Charlemagne et que la police a déclaré que les individus accusés seraient à nouveau considérés comme des points d'intérêt dans l'enquête sur le meurtre. À ce jour, leurs identités restent toujours inconnues, mais il y a une rumeur postée sur Reddit qui prétend avoir des sources proches de la situation et qui affirme que l'un des 4 hommes est le fils d'un policier. Nous ne pouvons ni confirmer ni nier que cela soit vrai, mais nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Si c'est vrai, la théorie finale devient bien plus intrigante. L'ensemble de l'enquête sur la disparition initiale d'Ebi et son meurtre ultérieur a subi un examen minutieux et des critiques de la part de sa famille et de la communauté de l'Arkansas. Le plus gros problème que les gens ont avec les détectives originaux était leur gestion du parc Chalaman et leur méthode de recherche. Comme mentionné précédemment, les amis d'Ebi, Kaylee et Margie Foley ont détecté une odeur qu'elles ont décrite comme celle de la décomposition d'un cadavre près du système de drainage du parc quelques jours seulement après la disparition d'Ebi et ont appelé la police. Cependant, quand la police est arrivée, elle a ignoré cela comme un simple animal en décomposition et a affirmé qu'ayant déjà fouillé le parc, il était inutile de recommencer. C'est troublant à bien des égards et cela donne l'impression d'être extrêmement paresseux. Une adolescente portée disparue est possiblement en danger. Si des odeurs de décomposition sont détectées près de l'endroit où sa voiture a été trouvée, la zone doit être revérifiée même si elle a déjà été fouillée plusieurs fois. Certes, il est possible que ce ne soit qu'un animal, mais comme les tuyaux étaient exactement là où les restes d'Ebi ont été trouvés, 2 ans et demi plus tard, les Foley étaient chauds probablement sur quelque chose. En plus du débat sur l'odeur, la police n'a pas répondu à l'appel du gardien concernant le véhicule abandonné d'Ebi sur le parking. Il a fallu 3 jours aux autorités pour se rendre au parc et inspecter la Volkswagen. 3 jours, c'est plus que suffisant pour que le coupable revienne et rassemble toutes les preuves laissées derrière lui ou nettoie ses dégâts. Non seulement cela, mais prendre le temps de travailler sur une nouvelle alerte et Amber donne une impression de négligence et de désintérêt. Des vibrations similaires sont ressenties lorsqu'on considère le manque de documentation et de réponse à l'appel téléphonique d'Ebi au LRPD le 24 octobre. Ils ont depuis informé les journalistes que leur banque d'enregistrement d'appels du 911 remontant à octobre 2015 a été supprimée, ce qui semble encore une fois plus qu'une coïncidence. De nombreux départements de police à travers le pays conservent leurs appels du 911 enregistrés pendant des années, souvent en sauvegardant tous les fichiers audio. D'autres plaintes contre les enquêteurs originaux mettent également en évidence le manque d'entretien avec les acteurs clés de l'affaire. Les grands-parents d'Ebi, qui étaient les derniers sujets confirmés à l'avoir vu, n'ont pas été interrogés pendant 1 an et demi après sa disparition. De plus, le gardien de sécurité qui a trouvé la voiture d'Ebi n'a été contacté pour un interrogatoire officiel par personne sur l'affaire que quelques mois après le fait, lorsque le premier détective privé, Monty Vickers, l'a interrogé. Le gardien de sécurité a en fait révélé à Vickers qu'il avait des images capturées par une caméra dans sa voiture qui montraient plusieurs instances du haut débit rencontrant un homme non identifié sur le même parking où son véhicule avait été laissé. Ces enregistrements vidéo étaient malheureusement très anciens et ont été supprimés avant la disparition d'Ebi. Mais il reste inexplicable que les autorités originales n'aient pas interrogé le gardien de sécurité détenant une information aussi cruciale. Malheureusement, on ne sait rien de plus sur le gardien ou l'homme mystérieux du parking. Nous ne pouvons qu'espérer que les enquêteurs sur le cas d'Ebi considèrent tous ces problèmes et sont revenus pour examiner les alarmes signalées par les observateurs inquiets. Avant de divulguer notre hypothèse sur le meurtre non résolu d'Ebi, nous voulons faire savoir que nos conclusions présentées dans Détective de Cold Case sont purement des spéculations logiques, basées sur des preuves, des circonstances et un sous-texte factuel. Nous n'avons accès qu'aux mêmes informations présentées dans chaque vidéo et nous ne tentons pas de promettre une certitude ou une garantie d'expert sur les conclusions auxquelles nous parvenons en clôture. Nous observons, recherchons et rapportons. Ce cas est particulièrement déroutant en raison du manque majeur de détails publiés ou de documents rendus publics pour analyse. D'une part, cela a parfaitement du sens.
L'affaire est une enquête en cours et les forces de l'ordre divulguent rarement les détails des affaires d'homicide en cours afin de protéger la victime, sa famille et de ne pas donner un avantage aux coupables. Mais d'autre part, cela crée un fossé dans la spéculation communautaire et la théorie du complot. Alors que des rumeurs comme l'implication du fils de la police se propagent à travers la volatilité d'Internet, l'incapacité à confirmer ou à démentir les rapports ou les réflexions cause plus de maux de tête qu'elle ne dissipe le flou. De notre point de vue, nous supposons qu'Abby avait des intentions courageuses lorsqu'elle a quitté la maison de ses grands-parents le samedi 24 octobre. Elle n'allait pas laisser les actions abusives de ses 4 agresseurs passer inaperçues. Face à l'absence d'aide de la police de Little Rock suite à son appel, elle a dû se défendre seule. Selon Lori, la mère d'Abby, cette dernière ne gardait jamais de secret si cela compromettait la sécurité de quelqu'un. Et dans ce cas, Abby n'allait pas rester en retrait et laisser cela lui arriver. Elle a envoyé un message à quelques-uns des agresseurs menaçant une action en justice et faisant connaître sa connaissance de la preuve vidéo. Incitant la peur et la colère chez les hommes à qui elle a envoyé des textos, les 4 agresseurs ont soit réagi eux-mêmes à l'incident, soit trouvé des associés pour réaliser ce qui allait se passer. Les hommes ont alors peut-être prétendu montrer du remords, disant qu'ils supprimeraient les vidéos et s'excuseraient en personne. Abby voulait voir le meilleur en tous, aurait pu accepter de les rencontrer pour résoudre l'épreuve. C'est sûrement là que ça a dérapé. Le lieu de rencontre n'était probablement pas le parc Charlemont. Plutôt Charlemont est l'endroit où la voiture d'Abby a été conduite et laissée à l'abandon, déroutant les enquêteurs et donnant aux auteurs le temps de s'occuper du corps d'Abby. Lorsque la première fouille du parc a été terminée par la police, le corps a été déplacé vers le tuyau de drainage, provoquant les odeurs de décomposition détectées par la famille affolée et expliquant pourquoi les chiens cadavres n'ont jamais détecté aucune odeur lors de la première inspection. On ne peut pas savoir avec certitude combien de fois le corps a été déplacé par la suite, si tant est qu'il l'ait été. Mais il y a une chance qu'il n'était pas là la nuit du dimanche 25 octobre lorsque le mystère initial a commencé. Les actions réelles des détectives, des 4 accusés de viol et de tout complice ne pourront être confirmées qu'après des arrestations. Et que les détails de l'affaire sont annoncés. En ce moment, tout ce que nous pouvons faire est d'honorer Abby et ses souvenirs avec grâce et dignité. Elle aimait aller à la plage et écouter l'océan. Elle adorait le soleil, le sable, les coquillages et la tranquillité. Sa mère a raconté l'histoire suivante dans la nécrologie d'Abby. Elle avait 10 ans pendant des vacances lorsqu'une dépression tropicale allait durer 7 jours. Abby voulait aller jouer dehors, mais sa mère a dit qu'il priait pour que la tempête passe. Elle est sortie dans la tempête et l'a éloignée par la prière. Nous avons observé le lever du soleil et le reste de la semaine fut ensoleillé. La plage était notre endroit favori et j'aurai toujours l'impression qu'elle est avec moi. Espérons qu'Abby se prélassera dans la chaleur d'une plage différente ou que la prochaine vie nous emmène. En attendant, nous devons rester vigilants pour mettre fin à son meurtre injuste et apporter la paix aux familles Stepak et Jernigan. Abby irait jusqu'aux confins de l'univers pour aider ses amis, protéger ses proches et tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide. Rendons-lui l'appareil. Si vous avez des informations sur le meurtre d'Abby Jane Stepatch, contactez la police de Little Rock. Au 37-14660 et visitez la page Facebook officielle Trouvez Abby Stepatch pour des mises à jour. Cela a été Détective de Cold Case,